Bonjour à tous. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour qu'on puisse discuter ensemble de trauma vicariant et de fatigue de compassion. Je vais me présenter tout brièvement pour vous dire que j'ai fait tout mon cursus de psychologue à la licence, au master et au doctorat au Québec. Ici, c'est obligatoire de faire un bac+10 pour avoir notre titre de psychologue. Et j'ai eu un coup de cœur pour le trouble de stress post-traumatique. Ça a été une révélation de travailler auprès de victimes qui avaient vécu des viols il y a moins de 4 semaines. Et j'ai interviewé ces femmes et écrit des articles considérant les séquelles psychologiques suite à des agressions sexuelles. Suite à cette rencontre avec ces femmes, je me suis spécialisée en troubles de stress post-traumatique. J'ai commencé à rencontrer beaucoup de personnes qui avaient vécu un événement traumatique tragique qui menaçait leur vie et leur intégrité physique. J'ai travaillé dans un hôpital universitaire où je rencontrais donc plusieurs patients par semaine, évidemment, mais aussi où je faisais beaucoup de supervision. En arrière du miroir, chez nous, on enregistre nos entrevues, on fait de l'analyse microscopique et macroscopique des entrevues. Et depuis 1999, je suis aussi superviseur accrédité pour pouvoir faire de la supervision auprès des personnes qui font de la relation d'aide. Après quelques années, il y a des personnes qui sont venues me voir en me disant « Pascal, je sais que tu travailles auprès des personnes qui ont vécu des événements tragiques. J'ai vécu un événement tragique aussi qui est la mort d'un être cher. Mais quand je vais dans des groupes de deuil, je ne me reconnais pas dans ces groupes parce que j'ai vécu la mort d'un être cher dans des circonstances tragiques. Mon fils a été assassiné ou mon conjoint s'est suicidé. Ma sœur a vécu un accident soudain et je me suis donc extrêmement intéressée au deuil traumatique. Ça a été l'objet d'un 3e livre qui s'appelle « Quand la mort est traumatique » et j'ai donc eu dans ma clinique plusieurs mamans et papas qui ont eu leur enfant assassiné ou des enfants suicidés. Au fur et à mesure des années, je me suis beaucoup intéressée à notre sujet d'aujourd'hui, qui est le trauma vicariant et la fatigue de compassion. Ça a été l'objet d'un 4e livre et chez nous, on donne beaucoup de formations d'une durée d'une journée complète pour pouvoir prévenir ces 2 troubles dont on va parler à l'instant chez les soignants et chez les écoutants. Évidemment, j'ai un poste à l'Institut Alpha que j'ai fondé, qui est un institut qui est spécialisé en traitement du stress post-traumatique et du deuil traumatique, mais je suis surtout professeure à l'Université du Québec à Montréal, où je dirige un laboratoire qui s'appelle Trauma et Résilience, où j'ai 7 doctorants, donc 7 projets de recherche qui étudient le stress post-traumatique et le deuil traumatique. Alors, si on regarde ensemble, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au trauma vicariant et à la fatigue de compassion? Bien d'abord parce que dans la littérature, on a déjà beaucoup identifié les stresseurs chez les soignants, chez les intervenants spécialisés de la relation d'aide. Et évidemment, si je demande à mes soignants en consultation, qu'est-ce qui est stressant pour vous? La première chose dont ils vont me parler, c'est la clientèle. Pascal, j'ai des contacts sans cesse avec des personnes qui sont extrêmement souffrantes, très lourdes quelquefois, qui sont quelquefois aux confins de la régression psychique. On ne s'habitue pas à avoir des gens qui s'automutiles, qui pensent au suicide, qui vont nous raconter quelquefois des scènes troublantes. Je dois te raconter l'inceste que j'ai vécu, je veux te raconter le suicide de mon mari parce que j'ai été témoin de la scène de mort. Et évidemment, ça fait partie de notre travail quotidien de pouvoir entendre des événements tragiques qui sont arrivés chez notre clientèle et de leur offrir cet espace d'écoute, cet espace de traitement où tout peut se dire. Évidemment, il n'y a pas seulement le côté troublant des scènes qui nous sont racontées ou le côté lourd de la clientèle, il y a aussi le fait que la clientèle peut être quelquefois agressive, hostile, ou même nous remettre toute la responsabilité de leur bien-être. Et plusieurs soignants dans mon bureau vont me dire « Pascal, j'ai l'impression que non seulement je dois porter beaucoup d'éléments de ma propre vie, mais je dois aussi souvent avoir l'impression que je dois porter ma clientèle. »
Ce premier élément est mis en évidence partout dans la littérature scientifique comme un facteur aggravant de la détresse professionnelle, mais pas seulement. Le deuxième élément qui est très mis en évidence, c'est toute la dimension du travail en soi, hein, parce que être soignant, c'est aussi avoir une énorme part de responsabilité, avoir l'impression qu'il faut être bon dans beaucoup de dimensions de la psyché humaine, cette impression de devoir être omnipraticien et de porter très souvent l'état psychologique d'autrui ou même carrément la vie d'autrui entre les mains. C'est aussi avoir évidemment ce privilège inouï de interagir avec autrui avec un niveau assez intime, évidemment pas au sens sexuel, mais tout à fait privilégié de la relation. C'est très nourrissant, mais ça peut aussi constituer un facteur de risque. On va le voir dans quelques minutes. Être intervenant en relation d'aide, c'est très souvent se sentir très isolé. Et c'est un des résultats de recherche qui est apparu dans un projet qu'on a mené l'année dernière auprès de 1000 intervenants psychosociaux. Et ce qui nous a beaucoup émus dans les résultats, c'était de constater que ces soignants nous disaient « Je me sens plus isolé, pas seulement à cause de la pandémie, mais aussi parce que je porte non seulement le bien-être de ma clientèle, mais souvent le bien-être de mon entourage. Et donc, je m'occupe beaucoup de gens autour de moi et il y a très peu de personnes qui me demandent comment moi je vais. Et donc, cet isolement comportemental, cet isolement cognitif aussi, parce que nous nous retenons très souvent de raconter notre journée, nous nous retenons d'expliquer ce qui se passe en consultation auprès de notre entourage, parce que nous avons tout ce processus de confidentialité important, mais aussi parce que nous mesurons à quel point il peut être perturbant pour notre entourage d'entendre ce que nous faisons dans la journée. Alors, ça contribue à l'isolement d'avoir l'impression que je n'ai pas beaucoup de place pour raconter ce que je fais. Et beaucoup de soignants dans mon bureau vont me dire, Pascal, les gens savent ce que je fais, mais ne savent pas vraiment ce que je fais. Cet isolement se jumelle quelquefois avec un sentiment aussi que je suis souvent jugée moi-même pour ce que je dis ou pour ce que je vis dans mon quotidien parce que je fais ce métier. Combien de fois des gens vont nous dire, Pascal, j'ai vécu une séparation, je suis thérapeute conjugale, bien une des premières choses que mon entourage m'a dit, c'est « Ah, cordonnier mal chaussé ». Et évidemment, j'ai senti ceci comme un grand jugement de ma part. Ça contribue aussi à notre impression qu'on est peu entendu. Ce facteur aggravant de la clientèle, ce facteur aggravant propre à notre travail, se jumelle aussi avec un dernier facteur aggravant identifié dans la littérature comme étant nos propres caractéristiques. Ce n'est pas anodin de choisir d'être intervenant en relation d'aide ou d'être soignant. Et quelquefois, ça découle d'un passé qui peut être perturbant. Intéressant, ces études qui ont montré que les intervenants en relation d'aide pouvaient avoir vécu plus d'événements traumatiques que leur clientèle. C'est cette maturité quelquefois très précoce que nous avons vécue, cette grande empathie aux autres, quelquefois cette parentalisation, hein, des soignants qui vont me dire, Pascal, je suis maintenant psychologue, mais si je regarde mon passé, j'ai été psychologue toute ma vie. Maintenant, j'ai un salaire et un diplôme, mais en fait, j'ai été très parentalisée. Hein, j'ai été souvent la mère de ma mère ou j'ai été le père de mon père. Et donc, j'ai aussi des attentes envers ce métier, inconscientes quelquefois de guérison, de blessures antérieures qui peuvent être exacerbées par certains contacts avec des patients. Alors, ça aussi peut constituer des facteurs aggravants. Ces différents types de stresseurs peuvent entraîner des bouleversements tout à fait particuliers chez les intervenants. Le premier type auquel on pense, c'est le bouleversement émotionnel. Des gens qui vont venir nous consulter en disant « Pascal, j'ai choisi ce métier par vocation, mais je n'en peux plus. Je me sens hyper sensible, j'ai l'impression d'être
extrêmement irritable. J'ai l'impression que je n'en peux plus émotivement. C'est le premier type de bouleversement professionnel auquel on pense. Mais pas seulement. Des intervenants ou des soignants vont venir nous consulter parce qu'ils vont nous dire, Pascal, cognitivement, spirituellement, je suis en remise en question de ce métier. Pourrais-je continuer à le faire? Parce que je dois accompagner des victimes dans le système de justice et que ça me permet de voir les dessous très imparfaits de beaucoup de systèmes, parce que je me sens troublée par ce que je vois dans le quotidien, parce que j'ai vécu des blessures morales, parce que j'ai des difficultés de concentration qui ne me ressemblent pas. Ça peut aussi se jumeler ou prendre la première place, le bouleversement comportemental ou interpersonnel. Je viens te consulter parce que je ne me reconnais plus, parce que même dans le quotidien, je fais des erreurs, j'oublie des choses dans mes rapports, je m'isole, je réalise que ce métier a de l'impact au plan interpersonnel. Évidemment, quand ces bouleversements sont fluides et alternent avec des moments de vitalité, puis on considère qu'ils sont plutôt bénins. Là où on va s'inquiéter, c'est quand ils vont prendre la forme de trauma vicariant ou de fatigue de compassion. Alors, on va aussi s'intéresser à toute la dimension physique de ce bouleversement qui peut entraîner l'un ou l'autre de ces deux syndromes et on va les distinguer à l'instant. D'abord, le traumatisme vicariant chez les soignants. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout à fait particulier et spécifique chez les soignants qui ont entendu des détails traumatiques. Quand on parle de vicariant, ça veut dire par contamination ou par contagion. Ça signifie donc que nous pouvons développer des symptômes post-traumatiques parce que nous avons entendu une description d'un événement traumatique. Je développe donc de l'évitement. Pascal, j'ai des images du viol que ma patiente m'a raconté. J'ai réagi fortement la dernière fois dans l'autobus parce que j'ai vu rentrer un homme qui ressemblait peut-être à l'agresseur de ma patiente. J'ai réagi fortement parce que mon conjoint m'a touché l'épaule et j'ai eu en image l'agression sexuelle d'un trauma qui ne m'appartenait pas, mais qui m'a été raconté. Trauma vicariant. On va le distinguer du deuxième syndrome qui est très étudié chez les soignants, la fatigue de compassion. Alors, autant dans le trauma vicariant, on avait toute la dimension d'anxiété, de stress post-traumatique. Ici, on est plutôt dans la sphère de la lassitude. Et non pas nécessairement parce que j'ai entendu un trauma, mais ici parce que je veux aider des personnes et que je suis exposée sans cesse à du vécu émotionnel douloureux. Je suis beaucoup moins dans la sphère de l'anxiété présente dans le trauma vicariant, je suis beaucoup plus dans la sphère de la fatigue. Un sentiment que je n'ai plus rien à donner. Je n'ai plus rien à offrir à ma clientèle, et pas seulement à ma clientèle, mais aussi à mon entourage. Suis-je capable de m'immerger de nouveau dans le monde de l'autre pour l'aider? Grande fatigue, sentiment d'être vidé au plan de l'empathie, perception de la nature humaine comme étant constamment associée à deux choses, lourdeur, douleur et responsabilité. Je dois faire quelque chose et ça peut nous pousser vraiment à nous isoler. Évidemment, ces deux syndromes reçoivent beaucoup d'attention ces dernières années, surtout dans le monde anglo-saxon, dans le monde nord-américain. On se questionne aussi beaucoup sur comment est-ce qu'on peut expliquer l'apparition de ces deux syndromes ou de l'un ou l'autre de ces syndromes chez les soignants. Comment expliquer que ça peut arriver à certains moments de notre carrière et pas à d'autres? Comment expliquer aussi que ça puisse arriver alors que ça n'arrive pas à des collègues qui vivent pourtant, semble-t-il, la même chose que moi au plan professionnel? Alors, on n'aura pas beaucoup de temps aujourd'hui pour aller à fond dans ces différents modèles, mais sachez qu'il y a 4 modèles explicatifs de l'apparition de ces syndromes chez les soignants. La première étant la surcharge émotionnelle. On va parler de mécanismes comme la posture relationnelle, les neurones miroirs et tout le rôle
du mimétisme corporel. Vraiment des phénomènes fascinants. Je vous encourage à pouvoir creuser davantage ces différentes notions. On va parler aussi de la contamination d'une structure de peur post-traumatique. Si vous avez déjà suivi des formations avec moi pour comprendre le traitement du stress post-traumatique, vous connaissez cette notion très connue d'Edna Foa qui travaille aux États-Unis sur une structure post-traumatique qui peut être contaminante chez le soignant. Ce n'est pas pour rien que j'ai utilisé cette image si évocatrice en bas de notre diapositive. La dimension de la blessure morale qui est de plus en plus étudiée. On a plusieurs projets de recherche à l'université sur cette dimension très particulière chez les soignants où j'ai vécu, Pascal, où j'ai assisté à des événements qui vont à l'encontre de mes valeurs. Et donc, cet événement qui est loin d'être anodin peut évidemment nous fragiliser pour développer un trauma vicariant ou une fatigue de compassion. Et enfin, le dernier modèle, l'événement déclencheur. Nous savons qu'il y a entre 45 et 60% des soignants qui vont vivre au moins le suicide d'un de leurs patients dans le courant de leur carrière. C'est un événement qui est très loin d'être anodin, qui est de plus en plus documenté et on sait que ça peut fragiliser pour l'un ou l'autre de ces syndromes, mais aussi des patients hostiles, agressifs, peuvent avoir des comportements violents à notre égard, ça aussi, très loin d'être anodin et qui peut évidemment déclencher l'un ou l'autre de ces syndromes. Outre le fait de se demander pourquoi est-ce que ça peut m'arriver, dans la formation que je donne d'une journée, je demande à des participants de réfléchir à tous ces éléments, de voir les facteurs aggravants, les facteurs de risque personnels qu'ils peuvent avoir. Et évidemment, on passe une grande partie de ce processus de réflexion sur qu'est-ce que je peux faire pour prévenir, comment maintenir notre vitalité pour faire ce travail longtemps et avec plaisir. Évidemment, là encore, notre temps alloué aujourd'hui est très court, mais sachez que dans la littérature, toutes ces dimensions sont travaillées. Mieux se connaître soi. Première dimension mise en évidence partout. Tellement important de connaître des dimensions de soi parce que nous travaillons avec ce que nous sommes. Nous sommes souvent notre propre outil de travail. Connaissons-nous assez nos zones obscures qui peuvent être exacerbées par certains patients et nous fragiliser par rapport à ces deux syndromes. Pas pour rien que dans plusieurs écoles de psychologie, on favorise énormément que les prochains soignants aient eux-mêmes fait une psychothérapie. Qu'est-ce qui est important de connaître de soi? Et souvent, ça va être mes zones de fragilité antérieures, mais aussi mes capacités de gestion de stress, mes modes de coping, les distorsions cognitives que j'ai particulièrement. Quelle est ma tendance à tolérer l'incertitude? Quelles sont mes forces et mes limites au plan émotionnel? Mais évidemment, ça va être toute une dimension importante de prévention. Évidemment, on va s'intéresser beaucoup au processus émotionnel chez les soignants. C'est pas pour rien qu'on a 3 ans obligatoires dans notre formation. Chez nous, on est enregistré sur vidéo parce que ça nous permet de faire de la supervision en direct. Et cette supervision doit se poursuivre. On a des obligations de supervision toute notre vie professionnelle et c'est tellement précieux de pouvoir s'observer, de voir « Ah, j'ai pu faire ça inconsciemment. » Quel est mon processus émotionnel? Si je donne beaucoup de conseils au plan émotionnel chez mes patients, qu'en est-il de mes forces personnelles au plan émotionnel? Qu'en est-il de mes limites au plan émotionnel qui peuvent me rendre fragile pour l'un ou l'autre de ces syndromes? Mesurer l'impact sur notre univers cognitif. Dieu sait que c'est un métier qui peut ébranler de nombreuses certitudes. Dieu sait que c'est un métier qui peut nous faire voir le dessous imparfait de beaucoup de systèmes sociaux. Le système scolaire, le système hospitalier, le système de justice, le système d'immigration. Tous ces éléments qui peuvent provoquer des blessures morales chez les soignants et on a pu observer ces blessures d'autant plus importantes avec la pandémie. Mettre en place des auto-soins, Dieu sait qu'on se fait dire souvent « Mon Dieu, prends soin de toi, occupe-toi de toi ». Qu'est-ce que ça signifie?
Est-ce que ça veut dire le bain avec des bulles? Est-ce que ça signifie la bouteille de Bourgogne? Quels sont les auto-soins qui ont été mis en évidence dans la littérature pour particulièrement les intervenants en relation d'aide? Et évidemment, il y a plusieurs données scientifiques fascinantes sur les différents types d'auto-soins. On est en train d'étudier l'effet de ces auto-soins au laboratoire Trauma et Résilience de notre université, voir qu'est-ce qui est le plus efficace. Et évidemment, on peut mettre en évidence à quel point c'est important de pouvoir utiliser les différents types d'auto-soins. On va peut-être en parler 30 secondes ensemble. Toutes les stratégies d'apaisement corporel que nous donnons à nos clients, est-ce que nous les appliquons nous-mêmes? Et enfin, à quoi ressemble notre réseau de soutien? Quand on parle d'auto-soins, on va parler de stratégies de vitalisation qui doivent être présentes dans plusieurs sphères de notre vie. Il n'y a pas un auto-soin universel, mais au contraire, une répartition saine des différents auto-soins. On parle par exemple des auto-soins physiques, des auto-soins émotionnels importants, majeurs pour pouvoir conserver notre vitalité, notre belle qualité d'écoute avec notre clientèle. Les auto-soins cognitifs, particulièrement pour garder cette vitalité cognitive, cette capacité inouïe de concentration que nous avons, mais aussi tous les auto-soins professionnels, des très belles stratégies organisationnelles qui ont été mises sur place par plusieurs organismes pendant la pandémie et qui ont fait leurs preuves pour maintenir cette vitalité aussi organisationnelle. Si vous avez envie d'aller plus loin dans ces listes d'auto-soins et puis évidemment dans ce travail de prévention, bien voici le dernier livre qui est sorti l'année dernière. On va terminer ensemble avec un syndrome qui est de plus en plus étudié, qui est la satisfaction de compassion. Notre travail, évidemment, peut nous ébranler à plusieurs niveaux, mais peut aussi nous nourrir. Comment non seulement minimiser nos risques de trauma vicariant et de fatigue de compassion, mais maximiser notre satisfaction de compassion. Et évidemment, elle est de plus en plus étudiée parce que ce n'est pas toujours la même chose de diminuer la fatigue de compassion et d'augmenter la satisfaction de compassion. Ce sont deux syndromes qui sont parallèles et non pas mutuellement exclusifs. Donc, là aussi, toute une réflexion à avoir pour se demander comment on peut maximiser notre satisfaction de compassion dans le quotidien. Qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui nous exalte? Qu'est-ce que nous avons appris? Parce que la croissance post-traumatique est non seulement étudiée chez les victimes, mais aussi étudiée de plus en plus chez les soignants. Voilà, ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, au moins virtuellement, parce qu'au point de vue du décalage horaire, c'était beaucoup trop tôt pour moi d'être avec vous à 3 heures du matin. J'espère que cet enregistrement et que ce contact avec vous a pu vous donner quelques pistes pour maintenir votre vitalité, pour vous intéresser en tout cas à ces deux syndromes. Et merci pour tout ce que vous faites dans le quotidien pour la population. Vous êtes vraiment précieux. Bon colloque à tous.